On commence par afficher Hello World. On apprend ensuite à faire des conditions, des boucles, des tableaux et même des classes. Mais au bout d'un moment, on est là avec toute cette connaissance et on essaye de faire un programme. Un jeu vidéo peut-être, ou alors un mode pour Minecraft. Mais plus on avance, plus ça devient compliqué. Il y a de plus en plus de bugs, rajouter des nouvelles fonctionnalités, ça devient long. Le code est entremêlé dans tous les sens. On a du code spaghetti. Ça veut dire qu'on a une mauvaise architecture de code. Mais vous savez, il y a des techniques pour l'améliorer et pour rendre tout ça beaucoup plus facile à prendre en main. Et connaître ces techniques, c'est ce qui fait la différence principale entre un bon et un mauvais programmeur. Et l'une de ces techniques, c'est d'utiliser des callbacks. Vous pouvez les utiliser dans tous les bons langages. Mais avant de voir ça, j'ai un petit exercice pour vous. Appelez myFunction, mais que 3 secondes après que start ait été appelé. Pour ça, vous avez la fonction start qui est appelée au tout début. Vous avez aussi la fonction update qui est appelée en boucle. Et vous avez aussi la fonction time que vous pouvez appeler pour récupérer le temps actuel en secondes. N'hésitez pas à mettre en pause pour réfléchir. C'est bon ? Voilà la solution. Mais comme vous le voyez, ça nous fait ajouter plusieurs lignes à 3 endroits différents. Idéalement, ce qu'on aimerait, c'est juste dire à notre code, au bout de 3 secondes, appelle cette fonction. Et grâce au callback, on peut faire ça très simplement. Comme quoi, même dans du code très court, ça peut être très utile. Maintenant, on va voir à l'échelle d'un jeu vidéo. Pac-Man. Quand le jeu a fini, je vais afficher mon écran de fin de partie. Quand j'appuie sur ce bouton, je veux lancer le jeu. Quand un fantôme meurt, je veux le faire réapparaître au centre. Un callback est appelé quand quelque chose se passe. Mais plus important, regardez ça. Ici, on connecte le jeu avec le menu. On connecte l'interface utilisateur avec le jeu. Et on connecte un fantôme avec le monde. Un callback permet de relier différents systèmes sans qu'ils s'entremêlent. Imaginez qu'on ait 2 systèmes différents. Sans callback, tout ce qu'on fait, c'est appeler une fonction de l'autre système. Ça crée une dépendance. Pour appeler une fonction du système 2, système 1 doit connaître système 2. Après tout, il doit bien connaître la fonction. Mais en utilisant un callback, ça permet d'inverser cette dépendance. C'est maintenant système 2 qui doit connaître système 1. Et c'est pour ça que même si les callbacks n'ont pas l'air d'être une révolution, ce sont en fait les briques pour faire une bonne architecture. Un callback peut avoir différentes formes. La première, c'est le polymorphisme. Pour ça, on a des classes enfants qui héritent d'une même classe parent. Dans la classe parent, il y a des fonctions. Quand on appelle la fonction du parent, ça appelle à la place celle de l'enfant. Grâce à ça, on peut coder des systèmes indépendamment des enfants. Un petit exemple, c'est dans les moteurs de jeu comme Unity ou Unreal Engine. Quand le jeu se lance, Begin Play est appelé. Quand l'écran est actualisé, Tick est appelé. Et pourtant, le moteur fonctionne très bien sans votre code. Un autre exemple, c'est pour Minecraft. Quand un plugin est activé, onEnable est appelé. Quand une commande est envoyée, onCommand est appelé. Une interface, c'est qu'une classe parent qui ne contient que des fonctions. Le polymorphisme, ça fait partie de l'OOP, la programmation orientée objet. Maintenant, on va voir un exemple très important et qui arrive très souvent. On a un bouton, et quand on clique dessus, on veut lancer notre jeu. On veut que la classe bouton soit indépendante. Pourquoi ? Parce qu'on veut réutiliser notre classe bouton ailleurs.
Par exemple, on veut pouvoir cliquer sur un bouton pour quitter le jeu, etc. Alors, polymorphisme? Si on hérite de la classe bouton à chaque fois qu'on veut l'utiliser, c'est pas génial parce qu'on va pas pouvoir changer le comportement du bouton facilement. À la place, on peut utiliser une technique qui s'appelle un observateur. Ça veut juste dire que notre bouton va contenir une classe polymorphique qui contient nos différentes fonctions callback et qu'on peut assigner en dehors de la classe. Si on est censé n'avoir qu'une seule fonction dans la classe, en Java, on peut juste faire une expression lambda, ce qui permet de rendre tout ça beaucoup plus rapide à faire. C'est comme ça qu'on fait en Java. Mais dans les autres langages, il y a encore plus simple. Ce qu'on veut faire, c'est juste envoyer une fonction. Du coup, au lieu d'avoir une variable qui va pointer vers une classe, la variable va à la place pointer vers une fonction. Et ça, c'est la forme du callback que vous allez utiliser le plus souvent. Si vous appelez la fonction d'une classe, par contre, cette fonction est liée à une instance, que vous allez devoir envoyer aussi. Et vous vous rappelez des expressions lambda? On peut aussi les utiliser dans ce cas-là. Si vous voulez en savoir plus sur les expressions lambda, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. Utiliser des callbacks de cette manière, ça s'appelle la programmation événementielle. Mais attention, même s'il y a des bonnes utilisations, il y en a aussi des mauvaises. Le but, ce n'est pas de rendre une classe indépendante. C'est de rendre un système indépendant. C'est normal que des classes d'un même système interagissent entre elles, donc faites bien attention à comment vous définissez vos systèmes. Si vous voulez lancer du code après un certain temps ou après un événement, vous allez aussi devoir utiliser un callback. Ça rentre dans le cas d'utilisation de la programmation asynchrone, ou async pour faire plus court. Mais attention, il ne faut pas utiliser trop de callbacks et s'y perdre. Il faut aussi faire attention à la durée de vie des callbacks. Si vous ne faites pas attention, vous allez juste avoir du code qui va se lancer sans savoir pourquoi et ça va vous donner plein de bugs. Il faut aussi gérer les erreurs correctement. Si vous avez une exception dans la fonction appelée par votre callback, qui est-ce qui la gère? Une autre utilisation assez fréquente, c'est quand on veut lancer une fonction sur tous les éléments d'un tableau, d'un container ou d'une collection. Par exemple, si vous recherchez un élément qui respecte certains critères. Mais attention, tout ça, ça a aussi des coûts. Si vous en appelez dans du code qui est exécuté très souvent, par exemple 100 000 fois par frame, alors vous allez probablement perdre en performance. Merci d'avoir regardé, c'était la première fois que je faisais une vidéo comme ça, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous voulez que j'en refasse des similaires, et ce que vous voulez que je change aussi. Sur ce, c'était Progs, et à la prochaine.